J'imagine que de leurs fenêtres, les riches ont vu les pauvres se révolter. Le fait de s'armer, le fait de mettre une arme à la ceinture, ça amène une autre conscience. Un vrai guet-apens sur les forces de police avait été préparé. C'est pour ça qu'on a rencontré Jubin, Mérine. Un jour, on s'est retrouvé à voler l'escamoteur de Jérôme Bosch. Il y a eu des dizaines d'attentats à l'explosif. De la caisse blindée, il venait le cri « Un corbeau !» C'était une ambiance apocalyptique, quoi, avec les mecs qui tombaient en fumant le crack au milieu de la cour de promenade. L'histoire méconnue de la guérilla européenne commence lors des révoltes de mai 68. La guérilla avait comme théorie l'autonomie. Ce courant politique refusait le cadre traditionnel des partis et des syndicats. Il prônait une révolution globale. En France, c'est l'organisation Action Directe, que l'on surnommait AD, qui a été le fer de lance de cette épopée. Jean-Marc Rouillant est l'un de ses membres fondateurs. Après 24 ans de prison, il sort des Baumettes en 2011. Entre assaut armé, cambriolage et clandestinité, il est venu nous raconter son histoire. Rouillant Jean-Marc, 71 ans déjà, et on déploie. Donc, d'accord, tu parlais du déclic. Quel déclic? Ça veut dire le moment où tu passes de la vie normale à dire ce que je veux faire, c'est militer. Moi, ça a été très, très facile. C'est vraiment absolument... Parce qu'il n'y a jamais de prise de position, de prise de décision individuelle. C'est une action politique, c'est un moment politique, c'est un moment historique. C'est des forces que tu ne peux pas... que tu ne contrôles pas toi. Donc, imagine 16 ans, totalement révolté, comme un gamin de 16 ans, qui pense que la révolte, ça peut se résoudre par de la musique anglaise, parce que c'était la grande mode à l'époque. C'était du néo-punk, quoi, en fait, fait dans les garages, fait dans les maisons. Et un jour, des potes me disent, on est en mai 68, ouais, autour du 15-16 mai 68, et on me dit... oh, il y a une manif, allez viens, on sèche la répète et on va aller voir ce qui se passe. Et je suis tombé sur la seule soirée insurrectionnelle qu'il y a eu à Toulouse. Et ça flambait, il y avait une barricade d'un étage dans la rue de la Fac. Ça a été un moment assez démentiel. Et comme ça s'est répété 2 ou 3 fois plus tard dans ma vie, chaque fois, je me dis, en fait, c'est ça, je veux vivre ça. Je veux vivre l'instant de l'incendie, je veux vivre... je sais pas ce que je veux faire de ma vie. La musique, je suis assez barré, je suis très mauvais musicien, donc je pense que j'ai un tel plaisir et une telle satisfaction dans cette action que ça va être ma vie. Et ça a été ma vie. Mais c'est très facile en 68 de dire d'aller à une manif. Il y a tellement de clampins qui sont allés 1 fois, 2 fois, 3 fois dans des manifs et qui sont cadres dans les grandes entreprises maintenant en disant moi aussi j'ai connu ça. Moi. Pour moi, c'est une histoire vieille. D'abord parce qu'il y avait des substrats, tu vois, le dessous de la situation à Toulouse était tellement différent. C'est-à-dire on était une capitale qui avait reçu tous les révolutionnaires qui avaient pu s'échapper de l'Espagne. Et donc, on parlait de révolution avec des gens qui l'avaient faite réellement, qui avaient connu une situation révolutionnaire, qui avaient battu des forces militaires, qui avaient fini au bout d'années d'être vaincus. Mais ils avaient une telle expérience, ils parlaient de ça avec tel naturel que tu te dis... Moi, je veux être de cette histoire-là, quoi. Je veux être une continuité de ce truc-là. Et en 68, c'était possible. C'était possible, c'est-à-dire ces gars s'étaient arrêtés de se battre avec des armes seulement 10-15 ans avant 68. C'est des gens qui avaient connu les maquis, qui avaient connu la résistance en France, qui étaient revenus en Espagne se battre après-guerre, qui avaient
qui avait une vie, une génération qui avait une vie révolutionnaire incroyable. Et donc, ça a été très facile pour nous de passer de la barricade aux armes. Justement parce que nos pères, avaient tous utilisé les armes dans l'action politique. Ils en avaient encore chez eux, ils en avaient dans les garages, et ils en avaient partout. Donc, il est évident qu'on avait vu des armes. Et le fait de passer aux armes comme petit groupe de lycéens, je m'attache toujours à ce groupe de lycéens parce qu'on a bougé ensemble, on a avancé ensemble et on est passé aux armes ensemble. C'est pas un truc, une voie individuelle. Je n'ai pas de voie individuelle dans cette histoire-là. J'ai toujours eu une action collective. Et tu peux rien faire de militant et surtout dans l'action révolutionnaire tout seul. Donc, il n'y a pas d'action exemplaire que tu peux faire individuellement. Tu es toujours dans une dynamique de groupe, toujours dans une évolution d'un groupe et des conflits d'un groupe et des contradictions. Donc, on arrivait à un moment où le modèle d'accumulation capitaliste de l'époque, qui était qu'on appelait le Fordisme, l'État protecteur, etc., était dans une telle crise que l'option révolutionnaire était crédible, vraiment crédible. Et dès le début de la prise d'armes, on est vraiment dans un effet de génération. C'est pas seulement la France, tout ça. On est vraiment... je reviens maintenant, je recadre historiquement tout ça et je pense au discours du Che à Alger quand il dit la hola. Tu sais, il parle d'une vague qui va submerger. Et là, nous, on est dans cette vague. Et on est porté par les événements, on est porté par les conditions historiques. Le prolétariat apparaît parce qu'on le voit, il est dans les rues en 68, il est là, quoi. Et c'est des gens en bleu de travail. C'est pas des gens qui nient jusqu'à leur existence comme ouvriers. Là, ils s'affirment comme ouvriers dans la lutte. Il y a aussi l'histoire de la France dans les guerres coloniales. Nous, on est nés au moment de la défaite de la France en Indochine. On a eu toute la jeunesse durant la guerre d'Algérie, avec la peur des attentats. Quand on parle d'extrême droite, nous, on sait ce que c'est l'extrême droite. On connaît les coups d'État militaires. Quand tu parles aujourd'hui à un jeune, oui, il y a eu des coups d'État militaires en France, il te dit, tu rigoles. Mais nous, on a connu une succession de 3 coups d'État militaires. La police dans les rues, les fachos qui chassaient les gens d'extrême gauche, les fachos, mais réellement, c'est-à-dire avec des armes. Et avec l'OAS, qui était l'organisation qui était née dans l'armée, organisation de l'armée secrète, qui était là pour nous mettre au pas et de mettre un vrai régime fasciste dans ce pays. C'est ce bouillon de culture, si tu veux, qui me donne les bases et les racines solides pour continuer dans cette voie. Assez rapidement, on a choisi la voie des petits sabotages, de l'illégalisme. On le faisait tout à fait naturellement aussi, sans se poser si on avait lu tel texte, si on savait qui était Malatesta, si on savait qui était celui-là. Non. On l'a fait naturellement. Quelque chose nous paraissait, une injustice nous paraissait flagrante. On balançait des coques et où on faisait des engins artisanaux et ça a commencé comme ça. Donc les vieux Espagnols, quand on a voulu passer à autre chose, on a commencé à accumuler des armes. Alors, on ne savait pas très bien, mais on savait que les armes allaient rentrer. Dès l'année 69, on avait quelques pétoires, quoi. Mais on ne savait pas très bien pourquoi. Vraiment, on n'avait pas d'objectif de passer à la lutte armée ou d'utiliser les armes mais on savait qu'elles allaient être nécessaires. Donc, comme il y en avait partout, on était de milieux pauvres, mais comme ces milieux pauvres avaient résisté, ils avaient des stocks d'armes. Et donc, il y avait des armes. Et quand les vieux nous ont vus un peu dans cette période de naissance
de quelque chose de possible. Ils ont dit, bon, vous êtes à 80 km de l'Espagne fasciste. S'il y a une action militaire, c'est-à-dire armée qui est nécessaire, c'est bien là-bas. Donc, n'hésitez pas. Et donc, le premier contact qu'on a pris, c'était au moment du procès de Burgos, quand de nombreux militants de l'État, les Basques, donc, étaient condamnés à mort. Donc, on a pris des contacts pour apporter notre appui à ce truc-là. Et c'est comme ça que tout s'est enchaîné, qu'on s'est retrouvés finalement, de rencontre en rencontre, à Barcelone. Donc, cette histoire est née à Toulouse, mais en fait, elle se poursuit à Barcelone. À Barcelone, dans la création d'un petit groupe de lutte armée qui s'appelait Mouvement Ibérique de Libération. Donc, on avait de vrais contacts avec le mouvement ouvrier, on avait de vrais contacts avec des groupes qui avaient une politique extrêmement radicale contre le fascisme, qui était leur vie quotidienne. Le fascisme, tu vois, c'est pas un truc qui était inventé. Et en même temps, cette confrontation entre ce pôle ouvrier et les armes, quand tu es un gamin de 18 ans, tu apprends vite. Parce que tu dois apprendre vite. Tu apprends vite sur les questions politiques et tu apprends vite sur les questions pratiques. Parce que ça tout dépend. De ces deux choses dépend ta survie. Bon, il est arrivé ce qu'il arrive souvent dans les groupes de guérilla, c'est qu'il y a la répression. Démantèlement violent par une brigade de la police politique, la brigade politico-sociale du régime franquiste. Et notre mouvement est connu en Catalogne parce que Salvador Puig Antich, qui était un militant, un des principaux militants de l'organisation, qui travaillait en binôme avec moi, parce qu'on était divisés en binôme dans la vie clandestine. Et il a été capturé lors d'un rendez-vous et blessé. Il a tué un policier et il va finir historiquement comme le dernier qui a été exécuté au garrot. C'est un truc moyenâgeux, on t'étrangle en te plantant une pointe dans le bulbe rachidien. C'est un truc vraiment de notre temps. Mais lui a été le dernier qui a été exécuté avec ce procédé. Les suivants, ils ont rétabli la tradition que pour les prisonniers politiques, on exécutait par le peloton d'exécution. Mais lui, ils ont tenu idéologiquement à lui mettre cette forme d'exécution pour dire, voyez, eux, ce ne sont pas des politiques. Voilà, c'est toute l'idée, la frange qui est en dehors et qui lutte contre l'institution, ce sont les pires des marginaux, quoi. Quand on est à Barcelone au 71, 72, 73, c'est sous un régime fasciste, c'est-à-dire avec un dictateur qui s'appelle Franco, avec des polices politiques, toute une ambiance où on voit encore des gens en uniforme dans les rues, des manifestants tous habillés pareil, avec des brassards, avec les signes du parti nazi. Mais c'est-à-dire que tu dois apprendre vite parce que tu n'as pas game over sur ta pratique politique. Hein. C'est ça, la prison à vie ou l'exécution, ou si tu n'es pas tué sur place, ou exécuté sommairement par la loi de fuite, comme il disait. C'est une ambiance terrible où chaque jour compte, où chaque méthode que tu apprends, parce qu'on a été obligé d'utiliser les méthodes des vieux, parce comme on était confronté avec les vieux, ils nous expliquaient, etc., comment il faut faire certains trucs. Et en même temps, on a dû innover puisqu'on était dans d'autres circonstances historiques. Donc,
Et en innovant, on critiquait chaque fois nos actions et on progressait un peu. Tu as vu, il s'est passé ça. Par exemple, lors d'une fusillade, on a été coincé à l'intérieur d'une banque. Et on a dit non, mais maintenant, on arrête ça, on prend trop de risques, il faut mettre des gens à l'extérieur aussi. Et jusqu'à la dernière que j'ai faite, que j'ai braquée à la fin des années 80, il y avait toujours une protection à l'extérieur. On peaufinait toujours les pratiques. C'est-à-dire, c'est un apprentissage. La guérilla, on diffuse des méthodes de lutte, de la pratique, et en même temps, on les perfectionne à chaque opération. On essaye d'avoir un enseignement cohérent pour les nouveaux militants qui rentrent. Donc, par rapport à l'apprentissage, c'est une fois que tu as cumulé de l'expérience pratique révolutionnaire. Pour une guérilla, c'est essentiel de les diffuser aux jeunes militants qui arrivent. C'est que, tu vois, par exemple, les partis politiques verticaux, comité central, etc., quand tu arrives en bas, bon, on fait les petites formations importantes, politiques, mais on ne fait pas les informations pratiques. Parce qu'en fait, cette hiérarchie doit se perpétuer toujours. Tandis que dans la guérilla, le jeune qui rentre là, peut-être c'est lui qui va continuer tout seul la guérilla. Donc tu dois lui donner tout l'apprentissage pratique. Tout ce que cette autonomie du militant, la guérilla, tous les groupes de guérilla ont peaufiné l'idée de l'autonomie de chaque militant. Parce que chaque militant peut se retrouver seul à un moment donné et donc devoir reconstituer le groupe de guérilla tout seul. Vous voulez connaître les raisons de ma première grosse arrestation importante. On avait eu la bonne idée de faire sauter le consulat d'Espagne à Toulouse. Et nos bombes n'avaient pas explosé. On est tombé sur des abrutis de policiers qui sont allés les trafiquer et ils ont sauté avec les bombes. Donc ils ont été blessés. Donc on nous en voulait à mort. Ça, c'est normal, hein. Après, eux qui nous en veuillent, oui, mais bon. Mais bon, c'était... À l'époque, c'était... tu risquais la peine de mort, quoi. Et l'année 74 finit par mon arrestation. Dans mon cas, c'est mon arrestation. C'est tout simple, connerie. Absolument connerie. Comme chaque fois, des arrestations de groupes armés, ça dépend des fois d'une bêtise. Voilà. Donc on nous demande de déménager un dépôt à minuit dans Paris. On passe... Notre chemin passe par la place du colonel Fabien. Et à ce moment-là, il y a une réception avec Brejnev dans le siège du Parti communiste. Alors t'imagines, les mecs qui arrivent avec une camionnette à ce moment-là, ils se font gauler. Voilà. Et c'est pour ça que je me retrouve à la santé devant la Cour de sûreté de l'État, etc., etc. On était jugé par un tribunal militaire, la Cour de sûreté de l'État, qui était un tribunal qui jugeait l'extrême gauche, principalement, et qui était héritier de la guerre d'Algérie. Tu n'es côtoyé que des officiers, tu étais dans un tribunal. On ne peut pas imaginer encore que maoïstes, Trotsky et tout ça se retrouvaient devant un tribunal militaire. Notre affaire était gênante, justement parce qu'on était encore récupérable. Et tout mouvement dans la phase du Fordisme, ce que je dis, cette phase qui tourne autour de l'État national, c'est qu'on veut toujours recomposer la communauté nationale. Il faut toujours les méchants, mais on les accepte quand même. Allez, on va faire une loi d'amnistie régulière pour que tout le monde soit à nouveau ensemble autour de notre patrie, etc., etc. Choses qui aujourd'hui sont tellement illusoires que personne ne tomberait dans le truc, quoi, dans le panneau. Mais à l'époque, tous les présidents, dans tous les 7 ans, il y avait une amnistie. Entre 68 et 75, je crois qu'il y a 5 amnisties générales politiques.
C'est-à-dire que 68 n'est pas terminé et ils commencent à sortir les mecs et les amnisties. Et ça a toujours été ça. Et jusqu'à Mitterrand qui fait vraiment la véritable dernière en 81. Après, ils ont eu du mal à trouver des gens puisque dans le nouveau modèle d'accumulation, le néolibéralisme, l'ennemi n'est plus un opposant politique, c'est un terroriste. Donc à ce moment-là, les terroristes, on ne peut pas les amnistier. J'ai eu la chance très rapidement de me retrouver dans un quartier de prisonniers politiques. Donc, c'est-à-dire, tu côtoyais des Bretons, des Corses, d'autres militants qui avaient pratiqué la lutte armée. C'est comme ça que j'ai connu le père de l'actuel président de la Corse, le père Simoni. Tu rencontrais des députés, des préfets de Vichy. Tu vois, il y avait une ambiance un peu space. Ils les ont vite séparés de nous. Il ne faut pas se rassurer. Les collabos et qu'ils arrivaient à attraper parce qu'ils en attrapaient encore un ou deux comme ça qui faisaient passer quelques mois en prison, ils les mettaient avec nous. Et en même temps, on avait une grande communication avec la détention des peines les plus lourdes, les personnes les plus surveillées. C'est pour ça qu'on a rencontré Jubin, Mérine, Villoquet. C'était des gens, on faisait notre quotidien avec eux, quoi, pendant les 2 ans et demi qu'on a passé à la santé. C'était une ambiance. C'était pas la prison d'aujourd'hui, c'était très convivial, c'était entre prisonniers, une communauté. Les surveillants étaient beaucoup moins chiants que maintenant et il y avait moins de tension. Tu vois, les derniers mois où je suis revenu sur Fleury-Mérogis, par exemple, c'est total de ma détention qui a terminé il y a une dizaine d'années. C'était une ambiance apocalyptique, quoi, avec les mecs qui tombaient en fumant le crack au milieu de la cour de promenade, les bastons permanentes. C'était une ambiance de fin de siècle. Cette communauté qui se fait, de cette solidarité qui se fait naturellement en prison, entre personnes. Et pas sur les questions politiques, non, pas du tout. Mais par exemple, la seule communication que Mérine voulait vraiment instaurer avec nous, c'était comment on avait réussi notre enlèvement, comment on avait récupéré la rançon, comment on avait fait ci et comment on a fait ça. Parce qu'il ne pouvait pas imaginer que des gamins de 22 ans à ce moment-là aient pu réussir un coup que lui avait préparé avant son arrestation et qu'il a réussi à faire après à sa sortie. Parce qu'il a enlevé quelqu'un, le lièvre, à sa sortie. Mais il a eu... Vraiment, il nous faisait des interrogatoires. Comment se passait ça? Comment se fait ça? Etc., etc. Comment ça peut marcher? Et oui, ça peut marcher. Quand on était en prison, on faisait notre job de prisonnier politique. C'est-à-dire écrire des textes, travailler des textes, lire beaucoup, discuter et communiquer avec d'autres prisonniers politiques. Alors tout naturellement... à la santé, on s'est mis à écrire à les premiers prisonniers politiques italiens. On est rentré en communication avec les Allemands. On a commencé à échanger, à parler de politique, nos différences. Il est très clair que quand on sort de prison, si on fait ce job de prisonnier politique, tu es plus fort. Tu es beaucoup plus fort que quand tu es rentré. Tu as la force politique avec l'expérience pratique. Et donc le truc devient très évident. Je suis parti en Italie. À ma sortie, j'étais obligé d'être à Toulouse, mais entre les fois où tu pointes au commissariat, je vivais, je luttais aussi en Italie. Et avec le début de l'autonomie à Paris. Donc, d'abord, passer les frontières, pour moi, ça a toujours été assez naturel. Donc, je vis proche d'une frontière. Donc, c'est pas une limite, c'est plutôt une union, tu vois, la frontière. Et de commencer à lutter avec d'autres réalités, continuer avec les anciens qui ont fait le parcours avec nous, et en même temps trouver de nouvelles forces, de nouvelles expériences et tout ça.
On fait qu'au bout d'un moment, il s'est posé la question, il faudrait faire en France. Sache que la première fois où on en a parlé, et ça a été à Milan en fait, c'était des camarades de Prima Linea qui m'ont dit ah ouais, avec ton expérience et tout ça, il faudrait que tu essayes de faire quelque chose en France, essayer de regrouper des gens en France, on a des sympathisants dans l'autonomie et tout ça. Il faut essayer. Mais moi, la conscience, si tu veux, de ce qu'était la répression en France, qu'on avait vécu déjà. Mais en même temps, l'histoire de notre pays, ce n'était pas une histoire simple. On avait le plus fort appareil de contre-révolutionnaire, le plus doué, le plus expérimenté et le plus terrible. Tu vois, quand tu parles, oui, les Allemands, ils ont dit, oui, mais nous, on a des SS à tous les niveaux des commissariats, on a des SS... Oui, mais la France post-coloniale, entre guillemets, c'était ceux qui s'étaient expérimentés dans la lutte contre les Vietnamiens et les Algériens, et ils en avaient fait des vertes et des pas mûres, et qu'ils étaient jusqu'à influencer la contre-révolution essentielle, celle de l'OTAN et des Américains. Toutes les principales écoles de contre-révolution aux États-Unis avaient des professeurs français. Donc, parce que c'était... et en France, c'est leur férocité les amenait non pas à faire seulement des martyrs, c'était faire disparaître. Et toute l'idéologie de cette école de contre-révolutionnaire, c'est faire disparaître le problème, le militant, l'antagonisme, l'histoire, la mémoire, c'est faire disparaître. C'est une grande... La contre-révolution, l'école contre-révolutionnaire française, c'est l'effacement. C'est-à-dire... Et on savait déjà à cette époque-là, 77, qu'ils étaient impliqués dans les massacres en Amérique du Sud. L'école des vols de la mort en Uruguay et en Argentine et la répression au Brésil étaient inspirée des thèses françaises, inspirées même directement par des conseillers techniques. L'histoire de la lutte armée en France, qui a été une histoire importante au début des années 70, il y a très peu de gens qui savent réellement ce qui s'est passé dans les groupes armés du début des années 70. Il y a eu des exécutions révolutionnaires avant qu'il y en ait en Italie et en Allemagne. Il y a eu des dizaines d'attentats explosifs, il y a eu des vraies opérations en France. Il y a eu une collaboration avec les commandos palestiniens, il y a eu une vraie lutte dans ce pays. Et chaque fois, ça n'existe pas. C'est pas, oui, quand on parle de terrorisme, il faut parler de l'Allemagne et de l'Italie. Mais ici, s'il n'y a pas eu la même organisation qui a porté cette histoire-là, c'est des quantités de militants qui se sont engagés dans la lutte armée dans ce pays. C'est une ambiance survoltée, c'est le moment de l'autonomie en France. C'est le moment, c'est les années 77-78, c'est enthousiasme, c'est des jeunes, c'est toute une nouvelle génération qui arrive, qui sont qui veulent en découdre. Alors tu imagines quand tu as de l'expérience pratique. Donc moi je ne recompasse pas parce que j'ai l'anecdote par rapport aux Italiens qui disaient il faut qu'il se passe quelque chose ici. C'est pas un individu qui organise. Tu te retrouves dans une ambiance de militants qui disent il faut encadrer les jeunes autonomes dans un conflit politico-militaire, ce qu'on employait, c'est-à-dire de niveau intermédiaire avant la guérilla. Et donc tout le monde avait, les jeunes de l'autonomie, s'achetaient des fusils à pompe, commençaient à s'armer aussi. Et donc on avait, politiquement, c'est pas tout le monde fait, on essaye de coordonner un peu l'affrontement. Tu vois, la preuve, il y a eu des militants qui ont été arrêtés dans des manifestations avec des armes, des revolvers, tu vois, là, qui voulaient vraiment découdre avec
avec les flics d'une autre façon. Ça s'est passé en France. Il y a des militants qui ont été arrêtés lors de manifs avec des armes sur eux. Donc, le moment de l'autonomie, tout pouvait partir en live à tout moment. Ça a failli d'ailleurs. Même l'autonomie a préparé une opération armée contre la police. Qui ne s'est pas faite à la suite de la mort d'un camarade à la prison de la Santé, d'un jeune autonome qui s'est pendu, qui s'est pendu la veille de son procès. Donc, on avait préparé des actions extrêmement dures qui ne se sont pas faites parce qu'il y a toujours dans ce mouvement, même dans le mouvement autonome le plus débridé, des gens qui veulent revenir vers l'institution, qui ne veulent pas la rupture, qui ne veulent pas creuser le fossé, qui ne veulent pas faire l'acte irréversible, le moment où se déclenche une autre histoire. Et par exemple, dans ce cas-là où un vrai guet-apens sur les forces de police avait été préparé, la manif a été détournée volontairement par quelques individus pour pas qu'il y ait cet affrontement, qui se voulait aussi un affrontement de mode. On répondait aux affrontements en Italie avec... Mais il y avait quand même un moment de sincérité, de vouloir créer un fait qui marque une rupture avec le train-train même des manifestations autonomes. Parce que très vite, dans le mouvement autonome, on s'est aperçu en 77-78 la limite de ces pratiques, seulement aller dans les manifs, casser, même à des manifs insurrectionnels où les ouvriers étaient beaucoup plus autonomes que les autonomes, les manifs pour la sidérurgie, Longwy et tout ça, où la dynamique ouvrière était beaucoup plus forte que la dynamique autonomiste. Mais la manif de Saint-Lazare, qui est pour moi très intéressante, parce que c'est une manif préparée par les autonomes pour faire quelque chose. C'est pas où tu te dis, la CGT appelle pour ce thème à ce moment-là aux invalides, on va aller aux invalides casser, etc., etc. Non, à Saint-Lazare, c'est les autonomes qui préparent leur manif et qui l'amènent à bien. Ça a été un peu, il y a eu des arrestations, tout ça, mais c'est là où tu es vraiment autonome. Si tu vas dans le style, tu es né là que pour pourrir les manifs syndicales, c'est complètement absurde. Si tu n'es pas capable, en te disant je suis militant autonome, de dire notre mouvement autonome doit produire aussi des initiatives autonomes, pas simplement suivre les manifs officiels. L'émeute, elle a changé de signification. L'émeute, ça dépend laquelle, ça dépend pourquoi, à quel moment, c'est toujours une détermination de moment historique. L'émeute, pour l'émeute, c'est, tu vois, des fois, tu es là, tu te dis, waouh, mais pourquoi là, pourquoi ce moment-là, ça n'a pas de rapport, qu'est-ce que tu vas aller, parce que ça devient un automatisme, on termine, il faut faire une manif sauvage et on termine par brûler 4 poubelles. C'est pas l'émeute, ça. Hein. Comparé aux gilets jaunes, c'est pas l'émeute. Hein. C'est encore du simulacre. Mais l'émeute, à partir du néolibéralisme, l'émeute, si les masses du Fordisme, si les masses avant, dans les années 70, c'est la grève, c'est des actions vraiment de masse, avec l'apparition du prolétariat précaire, justement, l'émeute devient l'expression seulement possible par ce que l'ont démontré les Gilets jaunes. Il n'y a plus d'action syndicale. Il n'y a plus d'action syndicale quand tu es un mec qui travaille 3 jours là, 2 jours là, et avec les Uber, ça va être encore plus, ça va encore plus loin. Mais avec le prolétariat précaire qui a abandonné le syndicat, c'est sa forme d'action. Il ne se passe rien s'il n'y a pas l'émeute.
Un syndicat, il va aller négocier. Avant, faisait des grèves costauds. Tu vois, même aujourd'hui, on n'arrive pas à faire une grève vraiment de masse. On l'a vu pendant la loi retraite, pendant la loi travail. On n'est pas incapable d'arrêter l'économie. Le prolétariat, le mouvement ouvrier est incapable d'arrêter l'économie. D'être assez fort pour faire ça. Les précaires, eux, la pratique naturelle, c'est l'émeute. Parce qu'eux, s'ils ne cassent pas, eh bien, ils n'existent pas. Les Gilets jaunes, pour moi, ça a été vraiment très clair. C'est vraiment c'est l'action d'une classe. D'un sujet de classe. Et quand tu as été dans les manifs de Gilets jaunes, tu as vu très bien quel était le sujet de classe. C'est des précaires. L'essentiel, c'était des précaires ou des retraités précaires. Mais vraiment, c'était... Et ils ont répondu naturellement avec leur méthode de classe, de sujet de classe. Les 2 attentats commis cette nuit par Action Directe visaient des sociétés travaillant pour la défense nationale. La première, la société TRT, filiale de Philips, est spécialisée dans l'équipement de certains missiles anti-aériens. 2 charges, placées près de la porte d'entrée, ont soufflé toutes les vitres alentour et une dizaine de voitures ont été détruites. La revendication, Action Directe, unité combattante Siro, du nom d'un militant d'extrême gauche tué au cours d'un hold-up à Paris en 1983. Quelques minutes plus tard, 2e attentat, toujours dans le 13e arrondissement. Ici, c'est la société SAT qui est visée, une société de télécommunications qui, elle aussi, travaille pour la défense. Tu sais, Action Directe, il prend ce nom-là. D'abord, avant, il s'appelait... on avait pensé à s'appeler Guérilla communiste. C'est tombé Action Directe, je ne sais pas, dans le moins pire, le truc. Bon, le nom des organisations, c'est toujours des hasards extraordinaires. Mais c'était une pratique qui existait avant. Et au bout d'un moment, on a eu besoin d'utiliser un nom de référence pour nos actions. Mais c'est les mêmes actions qu'on faisait avant et qu'on a fait après. Donc, l'important, c'est par exemple le premier jour de l'apparition du sigle, on voulait attaquer une cible qui parle à tout le monde. Donc, le patronat, ça nous a semblé le plus naturel. Donc, on est allé décorer l'intérieur à l'époque, c'était Pierre de Serbie, mais c'était comment ça s'appelait, CNPF, maintenant c'est le MEDEF, dont le siège, et on est allé leur tirer des rafales de pistolets mitrailleurs à l'intérieur du siège. Mais c'était très bien, c'est dans le sens on parle à travers une action qui ne fait pas de dégâts, pratiquement pas, des trous dans les murs, mais de parler, de dire maintenant on va parler avec vous, avec les armes. Et c'est le fait de faire apparaître les armes dans les rues. Et c'est ce que disaient les Brigades Rouges, ça amène un niveau de conscience. Raoul Syndic des Tupamaros, une organisation de guérilla uruguayenne, disait le fait de s'armer, le fait de mettre une arme à la ceinture, ça amène une autre conscience. Et là, dans la première action, on a mené de notre côté une conscience parce qu'on utilisait des armes. On aurait pu le faire la nuit avec de l'explosif. Tu vois, ça avait une autre... le fait de dire, nous, on va être là maintenant, à ce moment-là, avec des armes, ça s'adressait à toute l'autonomie et ça s'adressait à l'ennemi. Voilà, nous, maintenant, on va être là avec les armes. Donc, voilà comment je peux expliquer cette action qui peut paraître dérisoire, mais c'est un message politique. Tu ne l'écris pas avec ta machine à écrire, tu l'écris avec un pistolet mitrailleur. Ça fait plus de bruit. Tu sais, cette campagne qu'on a fait contre le ministère du Travail, contre la santé, c'est qu'on répond à des lois
qui sont justement très... Dans la première phase d'Action Directe, on est une organisation principalement dominée, on est vraiment presque symbiose de Prima Linea en Italie. Donc, on répond en essayant d'ouvrir des espaces nouveaux par les actions. Donc là, sur le travail, ce n'est pas une critique du travail en l'air, comme ça tu fais une opération, ministère du Travail, on est contre le travail salarié, etc. etc. Non, y a des lois à ce moment-là qui sont votées. C'est les premières lois néolibérales, les lois Stoleru, les premiers encadrements au moment du gouvernement Barre, qui disent le modèle protecteur, etc., etc., c'est fini. On a trop de chômeurs, on a trop de... La guérilla, à ce moment-là, elle sert d'ouvrir des espaces à la contestation par le simple rappel, par des actions. Donc, on tape la santé, la sécurité sociale, le ministère de la Santé, parce qu'il faut protéger, même quand on est le plus autonome possible, il faut protéger notre sécurité sociale. C'est un modèle absolument progressiste et on se demande comment on a réussi à avoir ça dans ce pays de collaborateurs. On cotise selon ses moyens et on reçoit selon ses besoins. C'est une... Bon, je ne vais pas revenir sur les thèses de Friot de communisme anticipateur, mais c'est tout à fait ça, quoi. C'est un moment extraordinaire. Et que Stoleru et les lois de ce moment-là du gouvernement Barbe déjà s'attaquaient à la sécurité sociale. Donc, dans cette vague d'attentats, on tape travail, santé, immigration, et on choisit une lutte exemplaire. Lutte exemplaire, c'est les Sonacotra, les foyers qui font depuis plusieurs mois des grèves de loyer, des luttes. Vraiment, les Sonacotra, c'est un mouvement qui a duré 2 ans et qui était vraiment exemplaire comme lutte à la base, comme lutte qui était impossible à récupérer par les gauchos, quoi. C'est parce que les gauchos ont traditionnellement été blancs. Et donc, c'était une lutte vraiment autonome des travailleurs dans ces foyers. Donc, ils sont attaqués la veille, ils sont mis dans des mesures d'expulsion et donc, nous, on s'attaque à la direction, c'est-à-dire aux locaux de la direction des foyers Sonacotra, et on rase. Voilà. Donc, il y a toujours... et dans la première partie d'Action Directe, beaucoup plus, parce que nous sommes avec la phase de mouvement autonome. Donc, on est à l'intérieur du mouvement autonome. Et donc, on est on avance dans cette lutte ensemble. Action Directe n'est qu'un moment du mouvement autonome, n'est pas un truc séparé du mouvement autonome. Mais non, mais tu sais, une guérilla, justement, parce que ça a des clandestins aussi. C'est pas le même problème qu'en Espagne, hein, parce que dans l'attaque à main armée d'une banque en Espagne, c'était aussi ce fait d'apparaître avec les armes, qui était un tabou depuis la guerre civile, qu'il n'y avait que des guérilleros qui faisaient ça ouvertement, démasquer, attaquer une banque. Et donc c'était un acte politique. Le MIL a été très politique, parce qu'il faisait ça. L'argent, il y avait une partie qui allait au prol le plus proche de nous, les gens qui luttaient à ce moment-là. Le reste restait dans le besoin pour la clandestinité et tout ça. Mais c'était une action politique d'oser affronter le système avec des armes. Voilà. C'est toujours aussi... Les armes, c'est pas un truc, un objet d'adoration, mais c'est un objet clivant. Dans la politique, c'est un objet clivant. Donc, tu amènes de la conscience et tu prends de la conscience avec les armes. Donc, quand je lis les conneries qui sont racontées par des experts sur leur rapport phallique au pistolet, etc., bon, d'accord, circule, mais tu as besoin de ces armes pour lutter et pour continuer la lutte.
c'est normal que tu utilises ces armes pour récupérer l'argent. Tu ne vas pas faire une collecte, tu ne vas pas faire un crowdfunding, soutenir l'organisation clandestine, etc. etc. Donc, tu n'as pas d'autre choix. C'est vrai que c'est une action politique, c'est une première expropriation. C'est des militants politiques qui vont exproprier une entreprise capitaliste, une petite part de truc. Il y a un acte politique, mais aussi c'est un acte de fonctionnement d'organisation. Et donc, on a fait de nombreuses sortes d'actes de financement, donc même des cambriolages de châteaux à un moment donné. Tu vois, dans toute cette histoire, il y a plein de choses comme ça. Et on a volé des tableaux. On a volé, donc, entre parenthèses, un jour, on s'est retrouvé à voler l'escamoteur de Jérôme Bosch, qui fait écrire beaucoup de gens de l'art sur cette histoire, des gens qui se volaient l'escamoteur. Bon, voilà, ça ouvre l'imaginaire. Mais bon, tout ça, c'était pour échanger contre des armes, contre de l'argent, etc., etc. Bon, l'action politique, elle reste quand même les opérations que tu fais. Ce qui reste, c'est ce que tu fais. Et même si ça échoue, voilà. Ton histoire politique, c'est ce complexe qui se termine dans la fin des années 80, cette vague du Tché, qui va se terminer partout, aux États-Unis, en Italie, en Allemagne, en Espagne. La fin de la politique avec les armes, c'est à peu près partout en même temps. Et c'était beaucoup plus tragique parce qu'on était ensemble à ce moment-là, tu vois. On avait des vraies relations militantes, mais aussi personnelles avec tous les militants. Tu vois, le militant de la RAF qui est mort à Bad-Clemen, Grams, c'était quelqu'un qui était venu dans la clandestinité, qui a été formé par AD et qui est revenu à la RAF. Mais tout ça, c'était un mélange de camarades et une connivence de camarades qui a fait que la fin est très dramatique, en fait, tu vois. Et donc, et qu'on est resté très soudés. Hein. Ceux qui ont survécu à cette histoire, on est très soudés. La vie quotidienne d'un clandestin. D'abord, il y a très peu de gens qui sont rentrés dans la clandestinité, dans Action Directe, par choix. Le plus de gens on gardait dans la légalité, et mieux c'était pour nous. C'est d'une évidence parce qu'un clandestin, c'est très très lourd à gérer. Un clandestin, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup de risques aussi. Donc, plus les gens restaient dans la légalité, mieux c'était pour nous. Un des éléments de la fin de la lutte armée en Italie, à la fin des années 70, c'était que tu ne peux pas avoir 800 clandestins dans une organisation dans la métropole. C'est impossible. C'est tellement compliqué à gérer, les appartements et tout ça. Bon, donc l'argent, les papiers, etc. etc. Donc, à un moment où Action Directe n'était pas aussi recherché, on laissait un maximum de gens à l'extérieur. Et aussi, c'était une possibilité d'avoir le contact avec le mouvement, d'entendre ce qui se disait, de prendre la température toujours du mouvement, de récupérer des gens, parce qu'il y avait souvent des gens qui étaient des vrais militants d'Action Directe et qui disaient à tout le monde qu'ils étaient contre ce qu'on faisait, etc. etc. Donc, ils voyaient s'il y avait des groupes qui étaient rentrés en opposition avec eux et tout ça. Bon, tout. Il y a tout un jeu clandestin aussi dans la légalité. Donc, quand tu deviens un militant illégal, il faut savoir que la discipline, ton autodiscipline, elle est primordiale parce que tu risques ta sécurité, mais surtout tu risques la sécurité des camarades si tu fais une connerie. Donc tu sais de limiter les conneries possibles. Parce que si tu tombes seul, bon, ben c'est un drame, mais c'est pas catastrophique. Mais si tu fais vraiment beaucoup de conneries, tu risques de faire tomber 4, 5, 6 personnes. Donc tu as une autodiscipline extrêmement forte.
C'est pour ça que les gens que tu acceptes dans la clandestinité doivent être des gens que tu extrêmement formés ou que tu prends un temps réel pour les former. Ça peut pas être des têtes en l'air, ça peut pas être des gens qui ne sont pas politisés, qui prennent pas conscience de ce qu'est d'avoir un système policier et judiciaire au cul 24 heures sur 24. Et je te parle même pas du moment où tu as les affiches de recherche dans les rues et où tu as toute une ambiance de traque. Donc, il faut des gens formés, des gens intelligents. Et voilà. Et puis après, la vie quotidienne, mais tu sais aussi que ça ne va pas durer longtemps. Que tu peux, c'est très rare ceux qui duraient plusieurs années dans la clandestinité. Donc, il faut profiter de ces moments de la clandestinité, profiter des moments de non-clandestinité quand tu es chez toi, tout ça, pour travailler encore plus, pour lire, pour contrairement à tout ce qui se raconte, que les clandestins lisaient des BD et regardaient des cassettes de films. Non. C'est vraiment c'est un vrai job le travail clandestin. Bon, c'est extraordinaire aussi. Bon, c'est pas une vie existentielle, hein, mais c'est extraordinaire aussi d'un point de vue. J'en ai parlé justement à Charlie Bauer. Un jour, on était en train de boire un pot après notre sortie à la terrasse d'un café, et lui qui avait été le dernier compagnon de Mérine dans ses aventures m'a dit, il était très politisé aussi parce qu'il venait vraiment du sous-prolétariat, il m'a dit mais quand on met le calibre, parce que lui il parlait comme ça, à la ceinture, je me suis dit ça y est, il va citer Raoul Sendik, non? Et il m'a dit mais qu'est-ce qu'on était débarrassé de tout, quoi. On était d'une liberté absolue. Mais ça aussi, la clandestinité, quand tu rentres en rupture totale avec le système, tu as un moment il n'y a plus de problème, quoi. Il n'y a plus de compte en banque, il n'y a plus de facture, il n'y a plus rien. Et tout ce morbide qu'il y a dans la société, tout ce morbide quotidien, ce truc-là, ça n'existe plus, quoi. T'es là, t'es en combat à mort, tu peux mourir en sortant de chez toi, y a 3 flics qui t'attendent, ils te butent, voilà, c'est fini. Mais en même temps, tu as ce poids de ce putain de quotidien de nos sociétés destructrices, mais tortionnaires, je dirais pas. C'est vraiment pour les gens qui on le pense, je pense aujourd'hui dans cette période de crise, d'inflation et tout ça, il y a des gens qui becquent pas, il y a des gens qui se posent la question du fin de mois, à partir du 15, ils sont complètement obsédés par comment ils vont becquer jusqu'à la fin du mois. C'est pas un monde qui permet de vraiment s'épanouir, quoi. Bon, mais ça, c'est un côté existentiel, hein. Savoir que tu n'as plus du tout de problème de ce côté-là. Au moins, tout cela, ils sont illuminés. Ben, ça te met un moment... Et puis, quand tu luttes contre un système qui est mortifère, tu commences à vivre un peu, quoi. Tu as un petit peu d'existence. Tu sais, je voulais revenir sur le déclic, parce que tu en as plusieurs déclics. Tu as plusieurs déclics qui fait que tu progresses dans le truc. Par exemple, en 82, quand il y a une réunion des cadres de l'organisation, des anciens, qui disent « Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait dissoudre l'organisation ou pas ?» Donc, on dit oui, il vaut mieux dissoudre que l'État dissolve l'organisation. Donc, tu vas aller à Libération, tu vas faire une interview, ça va leur pousser la main à signer le décret. Bon, donc, mais quand je suis sorti de Libération, j'ai dit, bon, là, les socialos, ils sont obligés de dissoudre l'organisation. Je me suis dit, ben, maintenant, c'est perpète.
Il y aura pas de ce truc. Tu veux pas arrêter. Eux, ils comprennent que c'est une déclaration de guerre absolue. Et donc, là, tu vas faire perpète. Si tu n'es pas tué, tu vas faire... C'est très clair, parce que si tu es naïf en 70, si tu manques d'expérience, là, tu sais que l'Italie est passée par là, l'Allemagne est passée par là, la répression et tout ça, que les socialos annoncent la répression néolibérale, que Reagan, Thatcher, c'est les ennemis, c'est les terroristes, que ça se... Donc, il y aura pas d'échappée. Tu vois, tu ne pourras pas t'échapper. Si tu es honnête, bon, bien sûr, si le lendemain, ils te mettent les menottes, tu dis ouais, j'étais encore, je ne savais pas ce que je faisais, etc., etc. Bien sûr que tu ne pars pas perpète. Mais là, c'est des déclics. Tu te dis, là, tu vas assumer ou tu ne vas pas assumer. Là, tu vois, ce n'est pas le coup de dé. Là, ça va terminer comme ça. Et ça a terminé comme ça. Mais ben, c'est là où tu n'as pas de regret quand tu as choisi. Tu n'as pas de regret de marche en arrière et tout ça. Tu vois, c'est une position nietzschéenne, si tu veux. Mais c'est vrai que tu n'as pas à regretter ce que... Tu as choisi. Tu as pris cette voie. Tu as choisi. Tu dois assumer. Point. Nous sommes dans un nœud de l'histoire, là, actuellement. Nous sommes entrés déjà dans une voie de processus de fascisation du système néolibéral, de telle crise qu'il peut opter pour des régimes fascistes, que ce ne sera pas des branquignolos réactionnaires, ça va être comme disait Poulança, c'est le parti moderne de la bourgeoisie. Et on voit les travaux de Chapoutot et tout ça, et on voit bien que le fascisme, il ne tombe pas des clochers des églises ou tout ça. C'est vraiment la bourgeoisie qui décide de passer à un autre modèle d'exploitation et d'oppression. Et pas seulement de fin de l'État, hein, c'est aussi surtout tout le modèle de management et de capacité à produire en éliminant la gauche et les syndicats, etc., etc. Donc ça, c'est possible, c'est une voie, et une autre voie, c'est la guerre, c'est-à-dire une extension de la guerre. Et on le sent dans la crise de la guerre ukrainienne, qu'on est à deux doigts, les Russes sont en train de gagner. Et ça, c'est inadmissible pour l'Occident. Aussi, dans ce qu'ils appellent le Sud global, maintenant, qui était dans notre vocabulaire à l'époque, la possibilité du Sud global contre eux est telle, ça pose un tel problème qu'il y a une nécessité d'un nouveau mode de production. D'accumulation. Un nouveau mode, oui, pour nous, oui, on a besoin d'un nouveau mode de production. Mais ils ont besoin d'un nouveau modèle d'accumulation. Avant la Première Guerre mondiale, mais je parlerai des années, la fin des années 70 et le début des années 80, hein. Nous sommes dans une phase identique où le monde ne sera pas pareil, et ça, on l'avait déjà vu dans la crise du Covid, de vraiment penser que le monde après ça va être différent. Et les rapports de force seront différents. Et non, ça ouvre une période d'incertitude. Et les révolutionnaires, ils adorent une période d'incertitude du capitalisme. C'est là où il y a des possibilités, vraiment. Donc, ça va être une période extrêmement sombre. Mais, voilà, tout est ouvert, tu vois. J'étais avec une camarade qui me parlait des outils, magnifiques outils, ce petit pays qui défie l'Amérique. Mais il y a 15 ans, c'était pas possible, ça. T'imagines, ils auraient envoyé 6000 avions furtifs, ils auraient rasé ce coin-là, quoi. Donc, ils peuvent plus. Il y a de la résistance, il y a vraiment du lourd en face d'eux. Voilà, et donc c'est une période où les gens vont être obligés de se battre. Il
y a plein de gens qui te disent « Mais non, mais je suis pacifiste. » Mais peut-être dans 5 ou 6 ans, tu les rencontreras avec un fusil. C'est possible. Je ne suis pas très positif sur les possibilités en France, mais il y a plein de pays où il va se passer des choses vraiment sérieuses. Je crois que je suis un éternel optimiste. Hein. Quand je suis sorti de prison, j'ai vu les rues de Marseille sans un seul slogan sur les murs, sans rien, comme une absence. Mais tu vois, quand tu sors d'un congélateur et que tu réapparais dans les rues, tu te dis « Waouh, merde, qu'est-ce qui s'est passé, quoi ?» Il n'y a même plus le geste d'écrire un petit graffiti politique sur le mur. Non, on écrit des trucs. Et je me suis dit, c'est désespéré, quoi. C'est désespéré. Et puis, c'est monté, hein, crescendo. Là, on sait que depuis la crise financière de 2008, la crise du modèle d'accumulation néolibéral, elle s'agrandit. Mais tu vois bien qu'il y a des résistances. On a commencé un peu à s'ébrouer pendant la loi travail. Après, il y a eu les Gilets jaunes, formidable expérience d'auto-organisation populaire. Bon, manque d'organisation politique capable de forcer ce moment historique. Mais c'était quand même formidable. Même en 68, on n'était pas allé faire des barricades sur l'avenue Hoche. Tu imagines que de leurs fenêtres, les riches ont vu les pauvres se révolter. Ça a dû leur faire un sacré choc. Tu vois, parce qu'en 68, c'est resté quoi? Les émeutes sont restées dans le quartier latin. Ça n'a pas tu vois, ça n'a pas cassé 3 pattes à un canard. Là, il y a des gens qui n'étaient pas des militants politiques qui ont fait des barricades dans l'avenue Hoche. Ça doit nous projeter vers un possible qui peut advenir à tout moment. Donc, ça demande à ce que tous les militants politiques se posent ces questions-là, de dire qu'est-ce qu'on va faire s'il se passe à nouveau ça. On va le laisser massacrer par la répression, comme on a laissé les Gilets jaunes se faire massacrer par la répression, où on va avoir une attitude de militant politique. Dès qu'on est rentré en prison, c'était très clair. Ils nous ont laissés vivants pour nous promener dans des procès, pour nous montrer comme ils étaient costauds de nous avoir arrêtés. C'était que les affiches sur les murs, ça marchait, etc., etc., toute l'histoire. Donc, mais le fait qu'on tienne le coup sur la responsabilité politique, ce qu'ils n'étaient pas sûrs au début, qu'ils pensaient nous faire écrouler, nous faire rentrer dans le moule et nous faire dire qu'on était des affreux jojos, qu'on était complètement fous en fait, etc., etc. Et donc le fait qu'on maintienne un discours politique et une revendication politique collective, ils sont passés à la phase de la destruction. C'est 7 ans d'isolement total, toute une série de merdes que je ne peux pas raconter, ce qui fait que je suis un des rares à être sorti un peu indemne de cette histoire. Donc, et à apporter donc la parole collective de la responsabilité. Mais voilà, je suis sorti au bout de 21 ans de prison, ce qu'avait dit le procureur au procès, hein. C'est très clair. L'État en face a maintenu le deal, c'est-à-dire 20 ans, quand il avait dit 18 ans au moins, et après il a repris, il a dit 20 ans et ça ira. Mais bon, je finis dans la rue, donc je finis par exister de nouveau, mais le problème c'est que mon monde n'existe plus. Il s'est passé 20 ans de pacification totale du mouvement révolutionnaire. Tu oses parler d'armes, tu vois, c'est comme tu cites Mao, le pouvoir est au bout du fusil, tu passes pour un dégénéré, quoi. Même, c'est devenu fictif, quoi. Toute l'histoire du mouvement de décolonisation, toute cette vague, comme dirait le Che, tout ça, il reste rien. Mais rien. Mais même techniquement, tu sais,
Quand je suis sorti, il y avait des jeunes antifa et il avait oublié les clés dans sa voiture. J'ai dit, je vais ouvrir ta voiture. Il m'a dit, mais comment tu ouvres la voiture? J'ai dit, trouve-moi un ciseau et je vais t'ouvrir la voiture. Et quand ils m'ont vu faire, ils m'ont dit, t'as gardé la main. Non, mais j'ai gardé la méthode. Tu vois, mais c'est pour tout, ça. Ça, c'est une anecdote, c'est pour tout. Aujourd'hui, ça semble extraordinaire quand on te dit on va faire intercepter les ondes de police. Et effectivement, il existe du matériel plus sophistiqué parce que le capitalisme, c'est toujours ça. Tu vois, nous, on avait du matériel qui était vendu par les Américains et qui nous permettait d'écouter nuit et jour ce qu'ils se disaient, même ce qu'ils se disaient, soi-disant ultra secret sur nous. Tu vois, mais pourquoi? Parce que le capitalisme, il fabrique du matériel pour la police, mais il fabrique simultanément le même matériel et ils le vendent parce que ça rapporte des thunes. Donc quand tu vois les communications ondulatoires qu'ils utilisaient à la fin, on avait déjà les appareils pour les intercepter. Tu as toujours le matériel possible. Les drones, aujourd'hui ils mettent les drones dans les manifs, les drones s'achètent. Tu peux avoir un drone beaucoup plus perfectionné que le drone de la préfecture de police. Voilà. Mais moi, j'ai plus rien à dire sur ce qui est possible de faire dans le futur. Moi, j'ai quitté, je suis à la retraite. Je suis dans le mode retraite. Voilà. Mais bon, ce que je dis, chaque fois, on me dit, moi, tu sais, les flics, ils peuvent surveiller jusqu'au... Oh, si, quand on me raconte que les flics, ils sont dans leur lit, ils ont une vie tellement misérable, et ils sont avec les ordinateurs pour écouter ce qui se passe dans l'appartement du mec qui surveille, pour suivre où il est, où il est celui-là, et tout ça, tu vois. Les mecs, ils se rendent même pas compte qu'ils travaillent, que l'État leur impose un travail en dehors de leur boulot, quoi. Ils sont toujours dans la passion et dans la surveillance, effectivement, avec la surveillance électronique, mais la surveillance électronique est dépassable, ça a toujours été dépassé, donc il faut arrêter, ça n'empêche rien. Ce qui manque, c'est la subjectivité révolutionnaire actuellement, c'est tout. C'est un point, voilà, subjectivité révolutionnaire. Le génocide à Gaza, c'est clairement une annonce, c'est pas un truc du passé, c'est une annonce pour le futur. C'est qu'on accepte la guerre d'Ukraine avec ces visions de tranchées déshumanisées qui rappellent vraiment la guerre de 14, tous ces combats, et qu'on ne pense qu'à alimenter la durée de ça, c'est tellement impensable d'un point de vue politique. C'est là où on manque de subjectivité révolutionnaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait contre la guerre? Qu'est-ce qu'on fait contre les génocides? Qu'est-ce qu'on fait contre le colonialisme? Voilà, ça, c'est des questions qui se posent aujourd'hui et contre l'exploitation ouvrière et contre la situation dans laquelle les gens vivent réellement aujourd'hui. Que tu fasses des économies de chauffage, que tu arrives à faire des économies de chauffage quand tu as bossé toute ta vie, quoi. Quand tu fais sauter, il y a 30%, plus de 30% de gens dans ce pays qui ont laissé tomber un repas par jour, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Non, là, ça va être sombre, quoi. Ça va être sombre, et puis le côté sombre risque d'amener des moments de lumière. C'est pour ça qu'on survit, hein. C'est parce qu'on pense qu'il va y avoir, qu'il va se passer quelque chose. Même si ça ne se passe pas à Paris, ça pourra se passer ailleurs, et donc voilà, on en sera, parce qu'aujourd'hui tout est mondialisation et tout est géostratégie, et donc on en sera automatiquement. Mais ça nous posera la question, qu'est-ce qu'on fait ici pour aider ceux qui se battent pour la révolution ailleurs? Donc ça nous posera d'autres questions, mais on devra les résoudre. Là je vois, on est dans... l'extrême gauche est habituée à son rencontre quotidien, c'est-à-dire on va coller des affiches, on va distribuer des tracts, on accélère un peu, il y a une grève, on accélère un peu, il y aura si, mais
on ne répond pas aux questions d'une époque historique. Et c'est ceux qui vont à contre-courant, ceux qui vont amener des solutions vraiment pratiques à ceux qui veulent vraiment, qui croient vraiment qu'un changement est possible. C'est sur leurs petites épaules que va reposer le poids. Ben, j'ai une citation parce qu'on la mettait toujours sur nos tracts, jamais reculer devant la dimension de ses propres buts. Mais je ne me souviens pas. Bon, je sais que Ulrich Meinhof l'a sorti. Mais je crois que c'est un Vietnamien, c'est Giap, des choses comme ça, qui a sorti le général Giap. Et donc voilà, il ne faut pas avoir peur de reculer devant l'immense dimension de ses propres buts.